Dans le précédent épisode, je t'ai posé la problématique de départ après une prise de conscience aussi inattendue que potentiellement thérapeutique. Comment sortir du cercle vicieux des troubles anxieux généralisés quand ils sont provoqués par des pathologies handicapantes afin de s'ouvrir à l'extérieur et à l'appel, encore incompréhensible, d'un pays lointain. Surtout lorsque quitter sa zone de confort semble inenvisageable. Comment distinguer ce type d'impulsion d'une énième lubie ? Comment savoir si c'est la bonne direction à suivre ? C'est ce qu'on va voir juste après le générique. Avant d'aller plus loin, la première chose à faire, c'est de savoir dans quoi je mets les pieds et répondre à une simple question que je ne me suis jamais posée avant. C'est quoi la Corée du Sud en dehors des quelques K-dramas que je viens de découvrir sur Netflix ? D'ailleurs, je t'en parle plus en détail dans l'autre wagon de ce train lanterne et le premier épisode de K-Pop Culture Connection dont tu trouveras le lien en description. Après la forte impression laissée par les visionnages de The Trunk, The Glory, Daily Dose of Sunshine, je m'interroge. Quelle est la part de réalisme ? Qu'est-ce qui relève de la fiction ? Y a-t-il autre chose que Psy et Gangnam Style ? Dans les dramas, tu les vois souvent manger, vraiment beaucoup et différemment de nous, occidentaux. Est-ce que c'est crédible tout ça ? Je réalise que je ne connais rien de ce pays, de son histoire, de sa culture, et qu'en plus de ça, j'ai des préjugés d'occidentaux qui me mettent mal à l'aise. Genre, ils se ressemblent tous, la Corée, c'est pas un mix entre le Japon et la Chine ? Et j'ai terriblement honte de mon inculture. Et cette inculture m'explose à la tronche lorsque je réalise violemment que je suis passée à côté du cinéma coréen, réputé mondialement, alors que je me suis toujours considérée comme une cinéphile. Mais où étais-je lorsque sont sortis mes derniers coups de cœur ? Le Bon, La Brute, Le Cinglé, Parasite, Dernier Train pour Busan, Masquerade, Old Boy. Mon monde s'illumine à nouveau, culturellement parlant, après une longue période de vache maigre. En parallèle, mon appétit se réveille alors que je subis, par intermittence et suivant les fluctuations de mon état émotionnel, les affres de l'anorexie mentale. Il n'y a pas une série ou un film où ça ne s'empiffre pas avec délectation. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien manger qui semble à ce point délicieux ? Première constatation, déjà ça a l'air healthy, mais terriblement épicé, non ? Bon, puis on va pas se mentir, ça picole pas mal non plus, dis donc. Un nouvel horizon culinaire semble vouloir m'attirer dans ses filets, et je ne dirai pas non. La fiction c'est sympa, mais la vraie vie c'est quand même mieux si on veut découvrir un pays plus en profondeur. Quoi de mieux que YouTube pour dénicher des documentaires, des témoignages et des vlogs de voyageurs et d'expatriés pour récolter des expériences de vie et de voyage. Et j'y trouve plus que mon compte, ainsi que des comptes à suivre. Je retiens rapidement beaucoup de généralités qui se répètent, des red flags qui contrastent et refroidiront la Corée à bout addicte d'acteurs de drama et d'idoles de K-pop. Très vite, un portrait robot se dessine. Je découvre l'ébauche d'un pays ancré dans une dualité fondamentalement liée à son identité. Et ça tombe bien, la dualité, ça me parle. C'est un peu mon quotidien. Pour creuser davantage, je porte en parallèle mon attention sur les réseaux sociaux. Facebook pour les groupes de passionnés et de voyage. Et là, je déchante. Je découvre une écrasante majorité de femmes désireuses de voyager là-bas, seules, et qui fantasment pas mal sur l'idéal masculin sud-coréen, que je ne comprends pas encore, avec une moyenne d'âge étonnamment plutôt élevée. Attention, je ne juge pas, chacun fait et pense ce qu'il veut. Je suis juste très surprise car la culture coréenne semble exercer un irrésistible magnétisme et pour quasi toutes ces femmes, ça aurait commencé de la même manière, un K-drama. Forcément, je commence à m'inquiéter, est-ce que je fais partie de cette catégorie ?
Est-ce que je vais me métamorphoser, moi aussi, bientôt? Parce que pour être honnête, les acteurs et les idoles, je m'en fiche un peu. Ce sont des gens comme toi et moi, et surtout des performeurs, des interprètes. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les personnages, dont je tombe, souvent amoureuse d'ailleurs. On est écrivain ou on ne l'est pas. Heureusement, tous les groupes ne se ressemblent pas et il y a des expériences de voyage concrètes, des conseils avisés, la vraie vie quoi. J'y trouve mon équilibre et ça vaut aussi pour Instagram où je retrouve des expatriés français, des artistes et médias coréens. Je commence enfin à y voir un peu plus clair. Ok, les réseaux sociaux, c'est bien pour les recherches préliminaires, mais je suis avant tout une bibliophile. Et naturellement, je commence à me procurer des livres généraux pour le moment. Mes thématiques sont basiques, mais nécessaires pour affiner le portrait robot de ce pays. Je dois commencer par connaître son histoire et les raisons qui ont fait que la culture sud-coréenne est devenue un tel phénomène mondial. Et cela très rapidement. Ensuite, je me dois de constituer une pile à lire de romans, car c'est une auteure sud-coréenne qui a remporté le prix Nobel de littérature en 2024, Han Kang avec Impossibles adieux. Et à l'image des dramas et du cinéma, j'ai hâte de découvrir ce qu'a pu faire naître des décennies d'oppression et de censure dans l'imaginaire de tous ces écrivains libérés. Bon, et puis explorer la K-food est devenu une nécessité. Expérimenter les saveurs, ces spécialités devenues cultes comme le kimchi, le bibimbap, les ramyeon, le jjajangmyeon. Alors hop, un petit livre de cuisine pour commencer et me constituer un fond d'épicerie asiatique pour pouvoir cuisiner comme il faut. Ce n'est pas tout, et ça n'est que le début. Maîtriser la langue un tant soit peu, c'est aussi primordial. Le hangul, c'est-à-dire le coréen, est censé être la langue asiatique la plus facile à apprendre. J'ai de la chance, non? D'ailleurs, le roi Sejong le Grand, qui l'a inventé, aurait dit que son alphabet, qui se compose de 24 lettres, s'apprenait en 10 minutes et en une journée pour un idiot. Non, je ne te dirai pas dans quelle catégorie je me situe. Enfin, je n'oublie pas les ouvrages sur la culture générale et les premiers guides de voyage. J'ai désormais de quoi faire et étonnamment, je les dévore. Comme beaucoup, je tombe dans le piège des applications de langue Duolingo en tête. Et à ce moment-là, le hangul n'y est accessible qu'à partir de l'anglais et non du français. Et j'en chie. Sans compter l'application qui relève plus du jeu et n'apporte aucune pédagogie. Par exemple, tu dois deviner la construction des phrases, différente du français mais proche de l'anglais, un sacré micmac quoi. Je décide donc d'investir dans de vraies méthodes linguistiques et de me perfectionner en anglais. Ça me sera utile là-bas. Là-bas, tu as bien entendu. Est-ce que ça veut dire que, effectivement, c'est là qu'un mantra se forme dans mon esprit comme une évidence? Je ne sais pas quand ni comment, mais j'irai en Corée du Sud. Concrètement, pas en rêve. Encore moins suite à un voyage astral. Enfin, sur ce point-là, je ne peux pas confirmer si je n'en garde aucun souvenir à mon réveil. Et comme pour appuyer ce sentiment réconfortant naissant, au détour d'une petite séance shopping, je me surprends à croiser quelques petits articles de voyage, style un pèse-bagages, une trousse de toilette réglementaire pour le bagage cabine, qui finissent dans mon panier. Pour l'heure, tous ces achats ne me mettent pas en danger si ça ne va pas plus loin. Je pourrais toujours les revendre ou les recycler, quitte à m'en servir pour écrire un futur roman. Parce qu'il reste un obstacle de taille, est-ce que c'est seulement réalisable tout ça? Fouler le sol sud-coréen. Suis-je vraiment capable d'aller là-bas? Je vais être franche, à ce moment-là, j'ai peur de chercher la réponse à cette question. Financièrement, déjà, j'ai peur d'avoir déjà deviné la réponse et d'être déçue, parce que je serais limitée de ce côté-là. Parce qu'on ne parle pas d'aller dans le pays d'à côté avec EasyJet ou Ryanair. Non, c'est 12 heures de vol minimum, sans escale. D'où le passage obligé des recherches ciblées sur la faisabilité d'une telle épopée. Et je profite d'un pic d'hypomanie pour y consacrer une nuit entière durant 12 heures d'affilée, sans aucune pause, sans même manger, en buvant à peine. Je ne m'en rends pas compte, mais mon cerveau, lui, est terriblement efficace. Bien sûr, je paierai l'addition plus tard, comme toujours. Je décortique alors le voyage. Quelle compagnie aérienne choisir? Quels horaires de vol? Quel prix sans escale et avec la possibilité d'annuler ou d'échanger mes billets? À quelle période partir? Quel budget puis-je allouer avec mes revenus et mes dépenses actuelles?
Pendant combien de temps puis-je partir? Comment estimer le budget hébergement là-bas? De quoi ai-je besoin pour voyager, car j'ai qu'une valise bas de gamme qui roule plus très bien? Comment me rendre à l'aéroport Charles de Gaulle, seul? Et comment gérer l'atterrissage, seul, une fois arrivé à Incheon? Ainsi que plein d'autres questions sur le côté pratique, la sécurité et j'en passe. Étonnamment, après bien des calculs, des prises de notes effrénées, des onglets ouverts dans tous les sens, une première estimation tombe. C'est possible si je me serre la ceinture, si je revois mes priorités, ce que je fais déjà depuis quelques mois en ayant arrêté d'investir dans des outils thérapeutiques et spirituels, car j'ai de quoi ouvrir un magasin. Bon, un tout petit, hein. Un budget est posé, un planning programmé, une liste un peu longue rédigée à propos des démarches à effectuer et de tout ce qui doit être acheté pour voyager aussi loin et en respectant les normes. C'est serré, mais faisable, pour 3 semaines, si je me cantonne à Séoul, Busan et Incheon, les 3 plus grandes villes du pays, avec un peu de marge et en ayant pensé à tous les aspects essentiels, dirons-nous. Et surtout, si je pars pour l'automne 2026, soit dans plus d'1 an et demi. Quasiment 2 ans, quoi. C'est loin, mais ça me laisserait du temps pour me préparer. Je m'étonne, je revérifie, encore et encore, ça passe. Nous y voilà. Après 2 mois de recherche et de travail quotidien, à nourrir inlassablement le projet, à le visualiser, malgré les phases de doute et les angoisses, je sais que ça n'est pas de l'hyperfixation ou une lubie propre à l'hypomanie. C'est une évidence, un signe que je suis engagée dans un cycle de changement profond et irréversible, déjà amorcé depuis un moment, bien avant que cette porte ne s'ouvre. C'est clairement un besoin, pas une pulsion, ni un fantasme et encore moins du fétichisme. Je ressens ma démarche comme étant avant tout thérapeutique, même si je me passionne pour tout ce que je découvre sur ce pays et dans son entièreté. Mais je prends garde à ne pas l'idéaliser, car j'ai un précédent avec la Scandinavie, pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur il y a 8 ans et qui m'a sauvé à bien des égards, en plus de m'aider à naître en tant qu'auteur. Bien que cet amour soit toujours présent en moi, je suis quand même redescendue après avoir découvert, tardivement, les red flags et autres trigger warnings nordiques. Je ne souhaite donc pas réitérer ce dur retour à la réalité, ne pas me précipiter, et ça tombe bien, mes ressources financières m'en empêchent. Alors, que faire de ces 2 mois en apesanteur euphorisants qui ont eu des effets très bénéfiques sur ma santé, surtout côté moral et investissement personnel, malgré les troubles du sommeil et de l'attention qui régissent un peu mon quotidien désormais? Est-il seulement raisonnable dans mon état d'aller plus loin, même si ça semble être une bonne chose? En suis-je seulement capable alors que sortir à l'improviste de chez moi reste toujours très compliqué? Oui, je gère les recherches et la planification, je sais mobiliser des ressources à tous les niveaux, mais n'ai-je pas mis la barre un peu trop haute? Ne devrais-je pas revoir mes plans et viser moins loin? La réponse à cette question, tu la découvriras dans le prochain épisode, parce qu'un peu de teasing est nécessaire si je veux que mon train lanterne accueille plus de voyageurs. Si t'es encore là, merci. Et si mon contenu t'a plu ou aidé, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, à t'abonner pour découvrir la suite du voyage. Ça aidera vraiment mon train lanterne à avancer. Et d'ici là, prends bien soin de toi ainsi que de ceux que tu aimes et n'oublie pas, tu n'es pas seul.